Le 14 octobre 1972, André Valmont quitte sa ferme de Waipi aux portes de Metz pour se rendre au marché du centre-ville. Sa femme le voit partir au volant de sa Peugeot 404 bâchée chargée de caisses de légumes. Il ne reviendra jamais. Le véhicule est retrouvé 3 jours plus tard sur un chemin forestier près de la frontière allemande. Les portières ouvertes, les légumes intacts mais pourrissants. Aucune trace de lutte, aucun indice. André Valmont, 52 ans, s'est évaporé. Pendant 40 ans, l'affaire demeure classée sans suite. La gendarmerie conclut à une fugue volontaire, hypothèse qui déchire la famille. Son épouse, Marianne, refuse cette version jusqu'à sa mort en 2009. Leurs 3 enfants grandissent dans l'ombre d'un père disparu, hantés par les rumeurs de village. Certains parlent d'une maîtresse, d'autres d'une dette de jeu. Personne n'imagine la vérité qui dort dans les archives. En 2012, un archiviste du ministère de la Défense découvre un dossier confidentiel égaré lors d'un transfert de documents. Le nom d'André Valmont y apparaît, accompagné d'une mention glaçante « Neutralisation autorisée ». Le fermier de Waipi n'était pas celui qu'il prétendait être, et sa disparition n'avait rien d'un accident. 40 ans après, la vérité remonte à la surface, aussi troublante qu'impensable. L'histoire d'un homme ordinaire cache celle d'un secret d'État enterré dans le silence de la guerre froide. Avant de continuer, une question nous intrigue. De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-le en commentaire, car nous adorons savoir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous voulez découvrir plus d'affaires mystérieuses et de disparitions inexpliquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Et si cette enquête vous captive déjà, laissez un like. Cela nous aide sincèrement à continuer de vous proposer ces histoires. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. En 1972, Waipi est un village agricole de 3000 âmes, coincé entre les installations militaires américaines de Metz et la frontière luxembourgeoise. La présence de l'OTAN marque le paysage. Convois militaires, patrouilles régulières, zones interdites. Les habitants y sont habitués. Pour eux, la guerre froide est un bruit de fond constant, une réalité quotidienne dont on ne parle pas vraiment. Les fermes continuent de produire, les marchés de fonctionner. La vie suit son cours ordinaire. André Valmont s'est installé à Waipi en 1958 avec sa jeune épouse Marianne. Il a racheté une ferme de 7 hectares à un cultivateur sans héritier. L'homme vient du sud de la région de Lyon selon ses dires et parle avec un léger accent indéfinissable. Il travaille dur, se fait discret, participe peu à la vie du village. Ses voisins le décrivent comme courtois, mais distant, un homme sans histoire, qui ne se mêle pas des affaires d'autrui, exactement le profil qui ne laisse aucune trace. Le couple a 3 enfants, 2 garçons et une fille, nés entre 1959 et 1965. André cultive principalement des légumes, qu'il vend sur les marchés de Metz et des environs. Sa clientèle est fidèle, ses produits réputés de bonne qualité. Il possède aussi quelques poules et 2 vaches laitières, rien qui sorte de l'ordinaire. Marianne tient la maison et aide aux récoltes. La famille vit modestement, mais sans manquer de rien. Une vie banale, en apparence parfaitement transparente. Ce samedi 14 octobre 1972, André charge sa camionnette vers 6 heures du matin. Le marché de Metz ouvre à 8 heures et il aime arriver parmi les premiers pour obtenir un bon emplacement. Marianne lui prépare un thermos de café et des tartines. Il embrasse ses enfants encore endormis et promet d'être de retour en milieu d'après-midi. La scène se répète chaque semaine depuis 14 ans. Rien ne laisse présager que cette fois sera différente. Pourtant, lorsque la Peugeot disparaît au bout du chemin, André Valmont quitte définitivement le monde des vivants. Quand la nuit tombe sans qu'il soit rentré, Marianne commence à s'inquiéter. Ce n'est pas dans ses habitudes. Elle téléphone aux gendarmes vers 22 heures. On lui répond qu'il faut attendre 48 heures avant de déclarer une disparition. Le dimanche passe dans l'angoisse. Le lundi matin, elle se rend à la gendarmerie. Une enquête de routine est ouverte. Personne ne sait encore que cette disparition ouvrira une brèche vers des secrets que personne n'aurait dû découvrir. L'engrenage vient de se mettre en marche. Les témoignages recueillis situent André Valmont sur le marché de Metz vers 8h15 le samedi matin. Plusieurs commerçants confirment l'avoir vu installer son stand près de la cathédrale Saint-Étienne. Il dispose ses caisses de légumes, comme à son habitude,
échange quelques mots avec ses voisins de stand. Un maraîcher se souvient qu'André semblait préoccupé, plus silencieux que d'ordinaire. Mais rien d'alarmant. Le marché bat son plein jusqu'à midi. Personne ne remarque le moment exact où il disparaît. Vers 11h30, une cliente régulière s'étonne de trouver le stand abandonné. Les légumes sont toujours là, disposés avec soin, mais André Valmont s'est volatilisé. Son voisin de stand pense qu'il est parti chercher quelque chose dans sa camionnette ou faire un tour aux toilettes publiques. Le temps passe. Midi arrive, puis 13h. Les commerçants commencent à plier bagages. Le stand de Valmont reste intact, orphelin. Quelqu'un finit par prévenir les responsables du marché. On fouille les environs immédiats. Rien. La camionnette est garée sur le parking habituel, rue des Trinitaires. Les clés sont introuvables. Un témoin affirme avoir vu André discuter vers 10h avec un homme en costume sombre près de son stand. La conversation semblait tendue. L'inconnu portait des lunettes de soleil malgré le temps couvert. Personne d'autre ne peut confirmer cette rencontre. Le signalement reste vague. Taille moyenne, cheveux bruns, entre 30 et 40 ans. Un fantôme parmi la foule du marché. Ce détail sera vite oublié dans la suite de l'enquête, classé comme peu fiable. Les gendarmes interrogent la famille dès le lundi. Marianne est effondrée mais cohérente. Aucun conflit récent, aucun problème financier majeur, aucune raison de fuir. André menait une vie régulière, sans secret apparent. Il n'avait pas de maîtresse, pas de dette connue, pas d'ennemis déclarés. Les enfants interrogés séparément confirment. Leur père était peut-être distant, mais pas malheureux. Il n'avait jamais évoqué l'envie de partir, de tout recommencer ailleurs. L'hypothèse de la fugue volontaire commence pourtant à germer dans l'esprit des enquêteurs. Le mercredi 18 octobre, 4 jours après la disparition, un chasseur découvre la Peugeot 404 sur un chemin forestier près du village de Rethel, à 30 km de Metz, en direction de la frontière allemande. Le véhicule est garé sur le bas-côté, les deux portières avant ouvertes. Les légumes pourrissent à l'arrière. Aucune trace de violence visible, pas de sang, pas de déchirure dans les sièges. Les clés sont sur le contact. Le réservoir est aux 3/4 plein. Tout indique un arrêt volontaire, comme si André était descendu de son plein gré et n'était jamais remonté. Les gendarmes inspectent la zone. La forêt environnante est dense, parcourue de sentiers de chasse et de chemins militaires. On fait venir des chiens de recherche. Ils perdent rapidement la piste après quelques mètres, comme si André s'était évanoui dans les airs. Les battues s'organisent pendant 5 jours. Des dizaines de volontaires ratissent les bois, les fossés, les étangs environnants. Rien. Pas un vêtement. Pas un indice. André Valmont semble avoir été absorbé par la forêt lorraine. Son nom rejoint la longue liste des disparus sans explication. L'affaire commence déjà à se refroidir. Un élément intrigue néanmoins les enquêteurs. Un petit carnet retrouvé sous le siège conducteur. Il contient des séries de chiffres sans signification apparente, des dates, des heures, parfois des lettres isolées. Rien qui ressemble à une comptabilité agricole. Le carnet est versé au dossier, mais personne ne parvient à le déchiffrer. Il sera oublié pendant 4 décennies. Les gendarmes privilégient une autre piste. André Valmont a peut-être voulu disparaître. Peut-être avait-il une autre vie ailleurs. Cette hypothèse, bien que déchirante pour la famille, devient progressivement la vérité officielle. Les semaines passent. L'enquête s'enlise. Aucun corps, aucun témoin supplémentaire, aucune demande de rançon. Les gendarmes classent l'affaire en janvier 1973. Disparition inquiétante. Motif indéterminé. Le dossier rejoint les archives. Marianne Valmont refuse cette conclusion. Elle continue d'écrire aux autorités, de réclamer des recherches. Personne ne l'écoute vraiment. Dans le village, les rumeurs se multiplient. Certains parlent d'une maîtresse à Luxembourg, d'autres d'une dette envers des trafiquants. André Valmont devient un mystère local, une histoire de comptoir. Puis le temps fait son œuvre. On oublie. Les 3 enfants Valmont grandissent dans cette incertitude. Leur père est-il mort quelque part dans la forêt? A-t-il choisi de les abandonner? Ils ne sauront jamais. Marianne meurt en 2009 sans avoir obtenu de réponse. L'aîné, Julien, hérite de la ferme qu'il finit par vendre. Il garde précieusement les quelques affaires de son père. Des photos, des papiers, ce fameux carnet de chiffres que personne n'a jamais compris. Il ne sait pas encore que ce carnet détient une partie de la vérité. Une vérité trop lourde pour une famille ordinaire. En 2012, Julien Valmont a 63 ans et vit à Nancy. Il n'espère plus rien.
40 ans se sont écoulés. Son père est probablement mort depuis longtemps, enterré quelque part dans un bois de Lorraine, ou vivant sous un autre nom, dans un autre pays. Julien a appris à vivre avec cette absence, il ne cherche plus. C'est alors qu'il reçoit un appel du ministère de la Défense. Un archiviste a retrouvé un dossier qui concerne André Valmont. Et ce que contient ce dossier va tout changer. La disparition du fermier de Waipi n'était pas une fugue. C'était une exécution. L'homme qui se rendait chaque samedi au marché de Metz n'était pas vraiment un fermier. André Valmont était un nom d'emprunt, une couverture soigneusement construite. Derrière l'apparence tranquille du cultivateur se cachait un agent des services secrets français infiltré en zone frontalière pendant la guerre froide. Sa mission, surveiller les mouvements de l'OTAN et transmettre des informations à Paris. Le 14 octobre 1972, André Valmont a été compromis. Quelqu'un l'a identifié. Quelqu'un l'a éliminé. Et les autorités françaises le savaient depuis le début. Elles ont laissé la famille dans l'ignorance pendant 40 ans. Le silence avait un prix. La famille Valmont l'a payé. Lorsque le dossier émerge des archives militaires en 2012, c'est un hasard. L'archiviste Marcel Dufour procède à un récolement suite à un déménagement de locaux. Des milliers de cartons doivent être inventoriés et reclassés. Parmi eux, une boîte métallique scellée, non répertoriée, portant la mention « Confidentiel défense, ne pas ouvrir ». Normalement, Dufour devrait la transférer sans l'ouvrir. Mais le scellé est brisé, probablement depuis des années. Il regarde à l'intérieur. Le nom Valmont André apparaît sur la première page. Puis cette phrase « Opération compromise, neutralisation autorisée, statut, éliminé ». Dufour hésite. Il sait qu'il vient de toucher à quelque chose de très sensible. Le dossier contient une trentaine de feuillets tapés à la machine, des photos, des rapports codés. La date de fermeture du dossier, 18 octobre 1972. Soit 4 jours après la disparition officielle d'André Valmont. Coïncidence impossible. L'archiviste comprend qu'il tient entre les mains la preuve d'une affaire étouffée. Il photographie discrètement les documents principaux avant de référer le dossier à sa hiérarchie. Comme il s'y attendait, on lui ordonne de sceller à nouveau la boîte et de n'en parler à personne. Mais les photos existent, et Dufour connaît ses obligations morales. Après 2 mois de réflexion, l'archiviste décide de contacter la famille. Il retrouve facilement la trace de Julien Valmont, l'aîné des enfants, grâce au registre public. En janvier 2013, il lui téléphone. La conversation est brève, prudente. Dufour ne peut pas tout révéler au téléphone. Il propose une rencontre discrète dans un café de Nancy. Julien accepte, partagé entre l'espoir et l'incrédulité. 40 ans après la disparition de son père, un inconnu prétend détenir des informations. Cela ressemble à une arnaque. Pourtant, quelque chose dans la voix de Dufour sonne juste. Ils se rencontrent un mardi après-midi de février 2013. Dufour sort une enveloppe Kraft contenant les photocopies. Julien découvre des documents officiels portant le tampon de la direction de la surveillance du territoire. Des rapports de mission signés par son père sous le nom de code Berger. Des photos de surveillance montrant André près de la base américaine de Metz. Des comptes rendus d'observation de convois militaires. Tout est là. Son père n'était pas fermier. Pas vraiment. C'était une couverture pour espionner les Américains en pleine guerre froide. Julien reste muet plusieurs minutes. L'évidence le frappe comme une gifle. Le dossier révèle qu'André Valmont, ou plutôt Alain Verdier de son vrai nom, avait été recruté par les services français en 1956. Ancien militaire, il avait accepté une mission de longue durée, s'installer près de Metz sous une fausse identité et collecter des renseignements sur les activités de l'OTAN. La France de Gaulle voulait sa propre autonomie stratégique. Elle espionnait ses propres alliés. Alain Verdier, devenu André Valmont, avait rempli son rôle pendant 14 ans. Il transmettait ses informations via un contact qu'il rencontrait tous les 15 jours. Le carnet de chiffres retrouvé dans la voiture contenait les codes de transmission. Mais en octobre 1972, quelque chose s'est détraqué. Un rapport interne daté du 11 octobre mentionne une probable compromission de l'agent Berger. Quelqu'un l'aurait identifié. Peut-être les Américains, peut-être un réseau adverse. Le rapport recommande l'extraction immédiate ou la neutralisation en cas d'exposition critique. 3 jours plus tard, André Valmont disparaît du marché de Metz. Coïncidence ? Le dossier contient un dernier document daté du 18 octobre.
Opération terminée. Agent neutralisé. Corps non récupérable. Dossier à classer confidentiel niveau 5. Aucune communication aux autorités civiles. Julien lit et relit ces lignes. Son père a été tué. Pas par des criminels, pas par accident, par ses propres commanditaires ou par ceux qui l'avaient démasqué. Et les autorités françaises ont laissé sa famille dans l'ignorance pendant 40 ans. Elles ont laissé sa mère mourir sans savoir. Elles ont laissé 3 enfants grandir dans le doute. Pour protéger quoi? Un secret d'État vieux d'un demi-siècle? La colère monte en lui, froide et tenace. Marcel Dufour observe son visage se fermer. Il murmure. « Je suis désolé, je ne savais pas si je devais vous le dire. Mais vous aviez le droit de savoir. » Julien décide de porter l'affaire devant la justice. Il contacte un avocat spécialisé dans les affaires d'État. Le dossier est solide mais explosif. Il implique potentiellement des violations graves du droit des familles et une possible complicité dans un homicide. L'avocat dépose une plainte contre X pour homicide volontaire et dissimulation de preuves. L'affaire est confiée à un juge d'instruction parisien. Les services de l'État opposent immédiatement le secret défense. Les documents photographiés par Dufour ne peuvent être versés à la procédure. Ils n'existent pas officiellement. Le juge est bloqué. L'enquête piétine avant même de commencer. Pendant ce temps, les médias s'emparent de l'affaire. L'histoire d'un fermier disparu qui était en réalité un espion fascine l'opinion. Des journalistes enquêtent, retrouvent d'anciens voisins, des témoins. Certains se souviennent maintenant de détails étranges. André Valmont recevait parfois des appels téléphoniques tard le soir. Il s'absentait quelques heures sans explication. Il avait des connaissances techniques inhabituelles pour un simple agriculteur. Tout prenait sens rétrospectivement. Mais personne n'avait compris à l'époque. L'homme avait joué son rôle à la perfection pendant 14 ans. Sa couverture était impeccable. Les services secrets refusent tout commentaire. Le ministère de la Défense publie un communiqué lapidaire indiquant que certaines opérations menées pendant la guerre froide demeurent classifiées pour des raisons de sécurité nationale. Traduction, circuler, il n'y a rien à voir. Julien Valmont comprend qu'il ne saura jamais toute la vérité. Qui a tué son père? Était-ce un service étranger ou ses propres supérieurs? Où est son corps? Ces questions resteront probablement sans réponse. Le mur du secret d'État est infranchissable, mais au moins il sait désormais que son père n'a pas fui. Il est mort pour la France, dans le silence et l'oubli. En 2014, la plainte est classée sans suite. Motif: impossibilité d'identifier les auteurs 40 ans après les faits et blocage lié au secret défense. Julien Valmont fait appel. L'appel est rejeté. Il se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme. Le recours est jugé irrecevable. Toutes les portes se ferment. L'État français ne reconnaîtra jamais officiellement ce qui s'est passé. André Valmont restera un disparu inexpliqué dans les registres civils. Mais pour sa famille, la vérité est désormais établie. L'homme qui cultivait des légumes à Waipi était un agent secret et il a payé de sa vie. Malgré le blocage judiciaire, des journalistes d'investigation continuent de creuser. Un documentariste de France 3 Lorraine tente de reconstituer les derniers jours d'André Valmont. Il retrouve d'anciens militaires américains stationnés à Metz en 1972. Aucun n'accepte de parler face caméra. L'un d'eux, retraité en Floride, confie anonymement par téléphone: « On savait qu'il y avait des fuites, on surveillait tout le monde. Mais je ne sais rien sur ce type en particulier. La piste américaine mène dans une impasse. Si les services US ont identifié Valmont, ils ne le diront jamais. » Une autre hypothèse circule. Et si André Valmont avait été éliminé par ses propres employeurs? En octobre 1972, la France traversait une période de réorganisation de ses services secrets. Des affaires d'espionnage éclataient régulièrement, embarrassant le pouvoir. Certains agents devenus gênants étaient neutralisés pour éviter les scandales. André Valmont savait peut-être trop de choses. Sa disparition aurait permis de refermer un chapitre sensible. Cette hypothèse est plausible, mais invérifiable. Les anciens de la DST encore vivants refusent catégoriquement d'évoquer cette période. Le silence reste la règle absolue. Un ancien collègue d'André Valmont sur le marché de Metz, René Müller, accepte de témoigner en 2013. Il se souvient d'un détail qu'il n'avait jamais mentionné aux gendarmes en 1972. Le samedi matin de la disparition, vers 9 h,
Il avait vu André discuter brièvement avec un homme en costume près du stand. La conversation avait duré moins d'1 minute. L'inconnu avait glissé quelque chose dans la poche d'André, puis était reparti. René n'y avait pas prêté attention sur le moment. Aujourd'hui, il se demande s'il n'avait pas assisté au dernier contact entre l'agent Berger et son contrôleur, ou à la transmission d'un ordre fatal. Ce témoignage ravive l'enquête médiatique. Si un rendez-vous avait été fixé ce matin-là, cela expliquerait pourquoi André a quitté son stand précipitamment vers 11 heures. Il aurait rejoint quelqu'un. Mais qui et où? La camionnette retrouvée près de Rethel suggère un point de rendez-vous isolé en forêt. Un lieu discret pour une rencontre ou pour une exécution. Les journalistes explorent la zone. 40 ans plus tard, impossible de trouver le moindre indice. La forêt a repris ses droits. Les chemins ont changé. Le paysage s'est transformé. Chercher un corps dans ces bois relève de l'utopie. Une géologue spécialisée dans la recherche de corps anciens propose son aide bénévolement. Avec des techniques modernes de radar sol, elle espère localiser une sépulture clandestine dans un rayon de 5 km autour du lieu de découverte de la camionnette. Les recherches durent 3 semaines à l'été 2014. Plusieurs anomalies sont détectées. Des fouilles limitées sont autorisées par les autorités locales. On trouve des déchets enterrés, des restes d'animaux, des débris de guerre. Aucune trace d'André Valmont. Soit le corps a été déplacé, soit il a été dissimulé d'une manière qui défie les technologies actuelles. Nouvelle impasse. Julien Valmont tente d'obtenir l'accès au dossier complet via une procédure administrative. Il dépose une demande formelle auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Réponse, refus. Motif, document protégé par le secret défense pour une durée indéterminée. Il saisit le tribunal administratif. Même réponse. Le dossier d'André Valmont, alias Alain Verdier, alias Agent Berger, restera verrouillé probablement jusqu'en 2072, soit 100 ans après les faits. Une pratique courante pour les affaires sensibles. La loi protège l'État, pas les familles des victimes. Julien comprend qu'il se bat contre un mur invisible et implacable. Des historiens spécialisés dans les services secrets français tentent de situer l'affaire Valmont dans le contexte plus large de l'espionnage gaulliste. Ils établissent que plusieurs réseaux de surveillance de l'OTAN existaient en Lorraine et en Alsace dans les années 60. Certains agents ont disparu mystérieusement. D'autres ont été arrêtés discrètement par les autorités américaines et expulsés. André Valmont n'était pas un cas isolé, mais son sort particulier reste énigmatique. Pourquoi lui? Qu'avait-il découvert ou compromis qui justifiait son élimination? Les historiens formulent des hypothèses. Aucune n'est vérifiable. Les archives restent closes. Un ancien responsable de la DST, interrogé sous anonymat en 2015, lâche cette phrase. « Si cet homme a disparu comme vous le dites, c'est qu'il savait trop, ou qu'il avait été retourné. Dans les deux cas, il devenait une menace. Retourné, le terme désigne un agent passé à l'ennemi, devenu agent double. Cette hypothèse n'avait jamais été envisagée. Et si André Valmont avait trahi ses commanditaires français, s'il avait vendu ses informations aux Américains ou aux Soviétiques? Cela justifierait une élimination rapide. Mais rien dans le dossier partiel ne suggère une trahison. Au contraire, les rapports louent la fiabilité de l'agent Berger. La piste du témoin en costume sombre refait surface. Plusieurs journalistes tentent de l'identifier à partir du signalement vague donné en 1972. Taille moyenne, cheveux bruns, lunettes de soleil, costume gris. Cela correspond à des milliers d'hommes. Des montages photos sont réalisés à partir de trombinoscopes d'anciens agents des services français et américains de l'époque. Plusieurs personnes sont interrogées. Toutes nient. Certaines sont décédées. D'autres refusent de répondre. Une identification formelle est impossible. L'homme du marché reste un fantôme, peut-être le dernier contact d'André Valmont avant sa mort, ou son exécuteur, ou simplement un passant ordinaire dont la présence n'avait aucun lien avec l'affaire. En 2016, l'affaire retombe dans l'oubli médiatique. Les journalistes ont épuisé les angles. Les autorités ne bougeront pas. La justice est bloquée. Julien Valmont continue de se battre seul, écrivant aux ministres successifs de la Défense, obtenant des réponses de principe qui ne disent rien. Sa sœur et son frère ont renoncé. Ils veulent tourner la page. Julien refuse. Il a créé un blog où il documente l'affaire, espérant qu'un jour,
quelqu'un parlera. Un témoin, un ancien agent, un archiviste courageux. Pour l'instant, le silence reste total. André Valmont dort quelque part sous la terre lorraine, et personne ne dira où. En mars 2018, 6 ans après la révélation initiale, un événement inattendu relance l'affaire. Un ancien militaire français, Pierre Legrand, 87 ans, mourant d'un cancer en phase terminale, décide de parler. Il contacte Julien Valmont via le blog. Legrand a servi dans les services de renseignement militaire de 1968 à 1975. Il affirme avoir eu connaissance de l'opération Berger, et surtout, il dit savoir ce qui s'est réellement passé en octobre 1972. Julien se précipite à son chevet dans une maison de retraite médicalisée près de Toulouse. L'homme est affaibli mais lucide. Il veut soulager sa conscience avant de mourir. Legrand raconte. André Valmont était un excellent agent, discret, efficace, fiable. Mais en septembre 1972, il a photographié quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Un convoi militaire américain transportait du matériel très sensible vers l'Allemagne. Valmont était au bon endroit au mauvais moment. Il a pris des clichés. Les Américains s'en sont aperçus. Ils ont remonté la piste jusqu'à lui. Ils ont menacé de créer un incident diplomatique majeur. Le gouvernement français a dû choisir, protéger son agent ou maintenir les relations avec Washington. Vous devinez la suite. Julien écoute pétrifié. Son père a été sacrifié pour raison d'État. Legrand continue, la voix cassée. Les ordres venaient du plus haut. Extraction impossible, trop risqué. Neutralisation autorisée. J'ai vu le télégramme. Il était signé par quelqu'un du cabinet du ministre. Valmont a été convoqué sous prétexte d'une rencontre urgente. Il a quitté le marché, il a rejoint le point de rendez-vous en forêt près de Rethel. 2 hommes l'attendaient, des professionnels. Ça a été rapide. Son corps a été enterré sur place, puis déplacé quelques jours plus tard vers un lieu définitif. Je ne sais pas où, seules 2 ou 3 personnes le savaient, toutes mortes aujourd'hui. Cette révélation est un coup de massue. Julien enregistre tout. Legrand accepte de signer une déclaration écrite, sachant qu'il sera mort avant toute procédure judiciaire. Il précise « Je n'ai pas participé directement, mais j'étais dans la chaîne de commandement. J'ai vu passer les documents, j'ai su. Et je me suis tu pendant 46 ans. Aujourd'hui, je veux que sa famille sache. Votre père n'était pas un traître, il n'a pas fui. Il a été exécuté par ceux qu'il servait. C'est ignoble. Mais c'était la loi de ce monde-là. » Julien repart avec l'enregistrement et la déclaration signée. Il contacte immédiatement son avocat. Celui-ci est sceptique. Le témoignage d'un mourant, sans preuve matérielle, ne pèsera pas lourd face au secret défense. Mais c'est le premier aveu direct. Pierre Legrand meurt 2 semaines plus tard, le 23 mars 2018. Sa déclaration est rendue publique. Les médias s'enflamment à nouveau. Un ancien agent accuse formellement l'État français d'avoir éliminé un de ses propres espions. L'affaire revient en une des journaux. Des questions sont posées à l'Assemblée nationale. Le ministère de la Défense répond par un démenti sec, aucun élément probant. La famille Valmont dépose une nouvelle plainte, cette fois pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Le témoignage de Legrand constitue un élément nouveau. Un juge d'instruction est désigné. Il demande l'accès au dossier classifié d'André Valmont. Refus. Il demande l'accès aux archives de la DST de 1972. Refus. Il convoque d'anciens responsables des services. Tous invoquent le secret défense ou déclarent ne rien savoir. L'instruction piétine encore. Mais cette fois, l'opinion publique est alertée. Des pétitions circulent. Des associations de défense des droits humains soutiennent la famille. La pression monte. En septembre 2019, le juge ordonne une expertise technique du lieu d'enfouissement présumé près de Rethel. Legrand avait indiqué une zone approximative, un secteur forestier à l'est du village, près d'un ancien poste de garde désaffecté. Les équipes de recherche, équipées de scanners modernes, fouillent pendant 1 mois. Elles découvrent des fondations enterrées correspondant à un ancien poste militaire français des années 50. À proximité, le radar détecte une anomalie significative. Une fosse, environ 2 mètres de profondeur. Les autorisations de fouilles sont obtenues. Les travaux commencent en novembre 2019. Le 18 novembre, les archéologues judiciaires mettent au jour des ossements humains. Un squelette complet, enterré sans cercueil, enveloppé dans une toile militaire en décomposition. À côté des restes, un objet métallique, une gourmette gravée.
Julien Valmont reconnaît immédiatement l'inscription « André Marianne, 15 juin 1958 ». La date de leur mariage. Son père portait toujours cette gourmette. Les analyses ADN confirment quelques semaines plus tard. Il s'agit bien d'André Valmont. 47 ans après sa disparition, l'homme revient enfin du néant. Mais les circonstances de sa mort restent officiellement indéterminées. L'expertise médico-légale révèle des détails glaçants. André Valmont a été tué d'une balle dans la nuque, tirée à bout portant. L'exécution est caractéristique des méthodes des services secrets. Rapide, clinique, définitive, aucun signe de lutte. La victime ne s'est pas débattue. Soit elle a été surprise, soit elle faisait confiance à ses bourreaux. Le corps a été enterré immédiatement, sans précaution particulière, juste caché pour qu'il ne soit jamais retrouvé. Sauf que 47 ans plus tard, grâce au témoignage d'un mourant, André Valmont ressurgit, et avec lui la preuve d'un crime d'État. Les funérailles ont lieu en janvier 2020. André Valmont est enfin inhumé officiellement, aux côtés de son épouse Marianne dans le cimetière de Waipi. Julien, sa sœur et son frère sont présents, entourés de quelques dizaines de personnes. Des journalistes, des représentants d'associations, des curieux. Aucun représentant officiel de l'État français. Le silence institutionnel reste total. Sur la pierre tombale, une inscription choisie par Julien. André Valmont, 1920-1972. Mort pour la France dans le silence. Une formule amère qui résume toute l'affaire. Un homme a servi son pays et son pays l'a tué, puis l'a oublié. L'enquête judiciaire se poursuit théoriquement. Mais les principaux responsables sont morts ou introuvables. Les ordres donnés en 1972 sont protégés par le secret défense. Les archives resteront classifiées pendant des décennies. Aucune condamnation ne tombera jamais. L'affaire Valmont rejoindra les nombreuses zones d'ombre de l'histoire des services secrets français. Un chapitre embarrassant, rapidement refermé. Pour Julien et sa famille, c'est une victoire amère. Ils savent désormais ce qui s'est passé. Mais la justice ne sera jamais rendue. L'État ne reconnaîtra jamais sa responsabilité. Le prix du secret. La découverte du corps relance les investigations historiques. Des chercheurs plongent dans les archives déclassifiées de la guerre froide. Ils établissent qu'en 1972, la France menait effectivement des opérations de surveillance de l'OTAN malgré son appartenance à l'Alliance Atlantique. De Gaulle avait retiré la France du commandement intégré en 1966, créant une ambiguïté stratégique. Les services français espionnaient leurs alliés américains pour préserver l'autonomie française. André Valmont n'était qu'un pion dans ce jeu d'échecs géopolitique, un pion sacrifié lorsque la partie a tourné. Un historien découvre dans les archives américaines déclassifiées une note diplomatique datée du 9 octobre 1972. L'ambassade des États-Unis à Paris signale au département d'État la présence d'un agent français non identifié photographiant des convois militaires sensibles en Lorraine. Le document indique que les autorités françaises ont été informées et ont assuré que des mesures seraient prises rapidement. 5 jours plus tard, André Valmont disparaissait. Le lien est évident. Les Américains ont demandé sa tête. Les Français l'ont livré. Une exécution diplomatique au sens propre et figuré. Julien Valmont obtient copie de ce document via le Freedom of Information Act américain. Il le verse au dossier judiciaire. Cela prouve que les autorités françaises savaient qu'elles ont agi en connaissance de cause. Mais juridiquement, cela ne change rien. Le juge d'instruction ne peut poursuivre l'État pour des décisions prises il y a un demi-siècle dans un contexte de guerre froide. La raison d'État reste un bouclier infranchissable. L'affaire est finalement classée sans suite en juin 2021. Motif: impossibilité d'identifier les auteurs matériels et donneurs d'ordre, prescription des faits. Julien refuse de baisser les bras. Il publie un livre en 2022, « Mon père, l'espion sacrifié ». Il y raconte toute l'histoire, documents à l'appui. Le livre connaît un succès d'estime. Des émissions télé l'invitent. L'affaire Valmont devient un cas d'école sur les dérives des services secrets et le poids du secret défense. Des parlementaires demandent une commission d'enquête. Elle est refusée. Le gouvernement invoque toujours les mêmes arguments. Sécurité nationale, protection des sources, risque diplomatique. Le mur du silence résiste, mais au moins l'histoire est connue. André Valmont n'est plus un disparu anonyme. Pourtant, des zones d'ombre subsistent. Qui étaient exactement les 2 hommes qui ont exécuté André Valmont? Des agents de la DST? Des contractuels extérieurs? Des militaires détachés?
Pierre le Grand n'a jamais donné leur nom, peut-être parce qu'il ne les connaissait pas, ou parce qu'il voulait les protéger. Ces hommes vivent peut-être encore, quelque part en France, vieux retraités discrets portant le poids d'un meurtre commandé. Ils ne parleront jamais. Le code du silence est absolu dans ce milieu. Ils emporteront leurs secrets dans la tombe. Une autre question demeure. Qui avait-il exactement sur les photographies prises par André Valmont qui justifiaient son élimination? Le témoignage de Legrand parle de matériel très sensible. Mais quoi? Des armes nucléaires tactiques? Du matériel chimique? Des équipements de renseignement? L'hypothèse la plus probable concerne des têtes nucléaires américaines en transit vers l'Allemagne. En 1972, l'OTAN déployait discrètement des armes atomiques en Europe de l'Ouest. La France, officiellement en dehors du commandement intégré, n'était pas censée surveiller ces mouvements. André Valmont avait franchi une ligne rouge. Il avait mis les Américains dans l'embarras et les Français dans une position diplomatique intenable. Si cette hypothèse est exacte, cela expliquerait l'acharnement des autorités à maintenir le secret. Révéler publiquement que la France espionnait les déploiements nucléaires américains pourrait encore aujourd'hui créer des tensions diplomatiques. Même 50 ans après, certains secrets restent toxiques. André Valmont est mort pour avoir photographié quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, et son sacrifice a été jugé nécessaire pour préserver l'équilibre géopolitique de l'époque. Était-ce justifié? La question divise encore historiens et juristes. Pour la famille Valmont, la réponse est limpide. Non. En 2023, Julien Valmont a 74 ans. Il sait qu'il ne verra jamais de procès, jamais de condamnation, jamais d'excuses officielles. Mais il a obtenu quelque chose d'essentiel, la vérité. Son père n'était pas un lâche qui avait abandonné sa famille. C'était un agent patriote, victime d'un système qui broie les individus pour protéger les intérêts supérieurs. André Valmont a servi la France et la France l'a tué. Cette vérité est amère, mais elle libère. Les 3 enfants peuvent enfin faire leur deuil, 45 ans après. Un deuil différé, compliqué, mais possible. L'affaire a aussi un impact plus large. Elle a contribué à un débat public sur les limites du secret défense et le droit des familles à connaître la vérité. Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour encadrer la durée du secret défense et créer des mécanismes de révision pour les affaires anciennes. Aucune n'a abouti pour l'instant, mais la discussion existe. L'histoire d'André Valmont a fissuré le mur du silence. D'autres familles, d'autres victimes de secrets d'État pourraient un jour bénéficier de cette brèche. C'est une maigre consolation. Mais c'est quelque chose. Julien continue de tenir son blog. Il reçoit régulièrement des messages de personnes confrontées à des situations similaires, des disparus inexpliqués liés à des activités militaires ou de renseignement, des familles sans réponse. Il les oriente, les conseille, partage son expérience. Il est devenu malgré lui un symbole de la lutte contre l'opacité de l'État. Il ne cherchait pas ce rôle. Il voulait juste savoir ce qui était arrivé à son père. Aujourd'hui, il porte cette histoire comme un fardeau et une responsabilité. Tant que des secrets comme celui-là existent, quelqu'un doit continuer à poser des questions. Le dossier complet d'André Valmont reste classifié jusqu'en 2072. Dans 50 ans, quand tous les témoins seront morts, quand les enjeux diplomatiques seront périmés, les archives s'ouvriront peut-être. Les historiens du futur découvriront les détails exacts, les ordres écrits, les noms des exécutants, les photographies compromettantes. Tout sera révélé. Mais pour la famille Valmont, il sera trop tard. Julien sera mort, ses enfants seront âgés. La vérité complète ne servira plus qu'à enrichir les livres d'histoire. Les morts ne se relèvent pas, les secrets non plus. Le 18 novembre 2019, quand les archéologues ont sorti le squelette de la terre lorraine, Julien Valmont a pleuré pour la première fois depuis des décennies. Pas de tristesse, pas vraiment. De soulagement. Son père était enfin retrouvé. L'errance était terminée. André Valmont avait eu un destin tragique, recruté pour servir son pays, éliminé quand il était devenu encombrant, enterré comme un déchet dans une forêt. Mais au moins, maintenant, il avait une sépulture, un nom sur une pierre, une reconnaissance, même tardive, même incomplète. L'affaire Valmont pose des questions qui dépassent le cas individuel. Combien d'autres agents ont été sacrifiés ainsi pendant la guerre froide?
Combien de familles attendent encore des réponses? Combien de corps dorment sous la terre, dans des fosses anonymes, protégés par le secret défense? Les services de renseignement de tous les pays ont leurs cadavres dans les placards. Certains resteront cachés pour toujours. D'autres, comme André Valmont, finiront par ressurgir, exhumés par le hasard, la persévérance ou le remords d'un témoin mourant. Chaque résurrection est une victoire fragile contre l'oubli. Aujourd'hui, la ferme de Waipi n'existe plus. Elle a été rasée dans les années 90 pour construire un lotissement. Les légumes qu'André cultivait ont disparu. Ses voisins sont morts ou partis. Seule reste la mémoire, portée par ses enfants et consignée dans les archives judiciaires. Et cette gourmette gravée, retrouvée près de ses ossements, qui témoigne d'un amour et d'une vie ordinaire brutalement interrompue. André Valmont voulait juste être fermier et élever ses enfants. On a fait de lui un espion. Puis on l'a effacé. Mais 47 ans plus tard, son histoire revient hanter ceux qui croyaient l'avoir enterré pour toujours.